Ils étaient à 6 personnes, ils ont frappé à la porte, c'était le matin 8 heures. vers 8 heures, ils ont frappé à la porte, j'ai ouvert la porte, police, ils sont rentrés comme ça. Ma femme était couchée encore, j'ai dit mais ma femme est couchée. Ils ont rentré dans la chambre que ma femme était couchée. J'ai dit mais attendez que je réveille ma femme quand même, elle fait de l'hypertension, vous allez lui faire peur, ça va lui faire monter la tension encore. Je dis laissez-moi la réveiller. Alors il m'a laissé, mais il fallait que qu'il laisse la porte ouverte. On est au 7e étage, vous voulez qu'elle sorte par où? J'ai dit mais ma femme elle va pas s'envoler, on est au 7e étage, vous avez vos collègues qui sont devant la porte d'entrée. Laissez-moi qu'elle s'habille quand même. Il dit non, il a poussé la porte comme ça avec le pied, vous laissez votre femme. J'ai dit mais ma femme est nue. Vous n'avez pas regardé ma femme nue? Non, il a poussé la porte comme ça, il a dit votre femme elle s'habillera devant nous. Moi, j'ai repoussé la porte, je me suis mis en colère, j'ai dit maintenant vous vous sauvez, vous mettez par côté. Si ça continue, on vous met les menottes, on vous embarque avec. J'ai dit mais ma femme, moi je ne veux pas que vous la voyez nue. Alors après c'est venu là, il n'a même pas attendu qu'elle prenne ses affaires. Elle dit vous habillez, vous prenez quelques affaires comme ça sur vous, et puis vous nous suivez. Et je dis mais vous emmenez ma femme où? Ça vous regarde pas. J'ai dit mais ça me regarde quand même. J'ai dit vous prenez ma femme, moi j'aimerais bien savoir où vous l'emmenez. Alors ils me disent tout de suite, ils me disent c'est au centre de rétention de Lyon. Ouais, au centre de rétention de Lyon. Au centre de rétention de Lyon. Et je dis mais pourquoi? Elle dit parce que votre femme elle n'a pas de papier, on l'emmène là-bas puis elle sera reconduite au Congo. J'ai fait 2 ans sans papier, pendant 2 ans où on n'était pas mariés. Et finalement, on a décidé de se marier à cause de ce problème de papier, d'où Séverine pourra vous expliquer un peu plus pourquoi elle a été motivée de se marier. Parce que Séverine n'avait jamais envisagé de se marier dans la vie un jour. Vivre avec un homme, mais pas aller signer à la mairie, tout ça. Si je voulais que Mahaman ait un minimum de projets avec moi et partage un petit peu ma vie française, il fallait qu'il ait les papiers. Sinon, il allait rester 100% malien. Et moi, je ne pouvais pas devenir 100% malienne. Je ne pouvais pas adopter une vie de sans papier. Parce que quand j'étais avec lui, j'avais le sentiment de m'immiscer dans cette vie de sans papier et devenir moi-même sans papier pour pouvoir partager leur quotidien. Bon, il y a quand même une grande précarité qui est liée à cette vie-là. Et sur le long terme, je ne pouvais pas imaginer de fonder une famille dans cette précarité-là. Bernard est venu en France pour suivre une formation professionnelle. Quelques mois après son arrivée, il rencontre Aurélie et entame avec elle une relation amoureuse. Ils sont en couple depuis 1 an lorsque la préfecture refuse de renouveler le titre de séjour de Bernard. La célébration de leur mariage ne va pas alors se passer comme ils l'espéraient. Donc en fait on est allé en juillet, fin juin, début juillet, on a pris la décision de se marier. Bien sûr on a souhaité le faire comme tout couple normal, sans le faire avec précipitation, pour avoir le temps d'organiser la cérémonie, la fête, qui est la famille, les amis, enfin voilà, puisque c'est pas parce qu'on est différence de culture qu'on n'est pas comme tous les autres. Et donc on est allé début juillet à la mairie, déposer un dossier, on a demandé à se marier le 4 octobre. La mairie a tout validé, donc vraiment tout était réglé, il y a eu la publication des bans, tout était bien correct. Nous on a tout organisé bien sûr de notre côté également. Et le 3 septembre, donc la PAF est venue au domicile pour l'arrêter. Donc manifestement pour empêcher le mariage. Enfin, on suppose en tout cas, mais c'est quand même clair, leur geste est clair. Et voilà, donc depuis le 3 septembre, c'est un petit peu la course pour résoudre toute cette histoire, puisque il est allé donc en centre de rétention pendant une nuit, une journée. Le 4, il a été assigné à résidence, donc en allant tous les matins au commissariat. Et en fait, ils avaient prévu un vol pour le 17 septembre. Donc, alors que nous, on a rencontré la préfecture 2 fois en leur disant « Laissez-nous au moins nous marier le 4 octobre ». Tout est prévu, l'avion, le train, l'hôtel pour les gens extérieurs à Toulouse, 70 invités, tout quoi, vraiment tout organisé.
Et donc bien sûr ils répondaient qu'ils allaient voir, sauf qu'ils ont quand même prévu le vol avant le 4 octobre. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a fait le nécessaire avec la mairie pour avancer le mariage. Donc on s'est mariés le 16 septembre. Et depuis, voilà, on continue la bataille pour faire reconnaître ce mariage et avoir nos droits. Actuellement, vous vivez comment? Séparés, malheureusement. C'est vrai que compte tenu du vol qui avait lieu le 17, bon, ben, le risque, il y a un trop gros risque à ce qu'il soit là au domicile, voilà, qu'on soit au domicile ensemble, puisqu'il risque de venir, hein, étant donné qu'il n'a pas pris le vol, le chercher. Donc marié le mardi et séparé le mardi soir. Voilà. Le jeudi matin, à l'association de la CIMAD à Dijon, on a été la voir. On ne connaissait pas ni rien cette association, puis on nous l'avait conseillé. Donc on a été voir, elle a été très gentille, on lui a expliqué notre cas, tout ça. Elle nous a conseillé. Puis c'est vrai qu'on n'a pas totalement écouté ce qu'elle nous a dit, quoi. C'est vrai qu'au début, parce qu'elle nous a dit, cachez-vous, ne vivez pas au domicile. Il ne faut pas que monsieur vive au domicile jusqu'au jour du mariage. Il faut qu'il aille se cacher et comme ça il arrive à la dernière minute à la mairie. Puis on lui a dit oui, puis on voulait pas se séparer, en gros c'était ça, quoi. Ouais. Il voulait pas partir me laissant toute seule ici 15 jours, puis moi je me voyais mal être 15 jours sans Mohamed, donc on est restés là tous les deux. Ils sont venus lundi à 15h30, ça a sonné à l'interphone, j'ai décroché. Oui bonjour, c'est la police, on voudrait vous parler. J'ai dit oui, j'ai ouvert, Mohamed il s'est caché, il est parti. Ils sont rentrés, ils m'ont demandé de rentrer pour pas parler devant les voisins, donc je les ai fait rentrer à l'entrée. Puis je fais oui, bonjour, on vient pour votre mariage. Je fais oui, qu'est-ce qu'il y a? On suspecte un mariage blanc, directement. Hein. On veut voir monsieur. Je fais monsieur, il est parti faire un tour en ville. On veut son passeport tout de suite. Je fais écoutez, son passeport il l'a tout le temps sur lui, c'est comme sa pièce d'identité. C'est comme une pièce d'identité française, hein. C'est son passeport, il a son nom, sa photo dessus, il l'a tout le temps dans sa poche arrière de pantalon. Enfin oui, c'est vrai, tout ça, on veut vous voir en interrogatoire. J'étais interrogée pendant 2 heures, je suis ressortie. Et puis on s'est dit, c'est bizarre quoi. C'est bizarre que je sois interrogée comme ça. Le policier appelle Mohamed sur son numéro de téléphone. Alors ils l'ont eu sûrement sur le dossier de mariage, ou je sais pas, parce qu'ils avaient des numéros de téléphone, je sais pas comment. Ils nous l'appellent, ils font oui, il faut que vous vous présentiez au poste. Le lundi soir, avant que je rentre à la maison, en sortant du commissariat, il appelle Mohamed. Oui, il faut que vous vous présentiez au poste, on doit vous parler, on doit vous interroger sur votre mariage. Mohamed, il a dit non, je ne viendrai pas. C'était le 3 novembre, un lundi au soleil. Donc je réponds à l'interphone et j'entends oui bonjour c'est la poste, on a un colis pour vous. Alors moi je réponds, voilà, naïvement. Et sauf que donc quand j'ouvre la porte de l'appartement, c'était pas les postiers, c'était 2 agents de la police judiciaire qui me dit gentiment c'est pas la poste c'est la police, on vient pour monsieur est-ce qu'il est là, etc. Donc là Hicham bon, va voir, hein, je veux dire, il a jamais eu la démarche lui de se cacher, ni se cacher lui, pour lui-même ni pour nous deux. Et le souci c'est que bon à cette époque-là, comme on avait tous les deux encore un espoir que la situation puisse éventuellement se résoudre grâce au recours. Et lui, sa plus grande peur, c'était de se faire expulser comme ça, manu militari, comme un chien, et ça l'angoissait terriblement. Et donc là, les 2 agents ont dit à Hicham qu'il allait être arrêté parce que donc il était hors la loi. Et là, Hicham, a pas voulu se laisser faire, on va dire. Donc il s'est débattu. Et donc j'ai vu en fait l'homme qui allait devenir mon futur mari se faire tabasser par 2 agents devant moi. Après, ils ont appelé des renforts. Donc j'ai vu toute la cavalcade arriver à peu près. Mis à part les 2 agents, il y avait, je crois, 4 ou 5 autres policiers. Donc ils sont arrivés, c'était les cow-boys et les Indiens chez moi. C'était Hicham sur le canapé, sur le ventre, un genou dans le dos, les menottes, etc. Il a été traîné dans les escaliers comme si c'était le pire des criminels. Pris par les jambes et par les menottes, par les pieds et par les menottes, et balancé dans une fourgonnette. Il a passé en fait le trajet allongé sur le ventre, avec le pied d'un agent sur les fesses et le pied d'un autre agent sur la tête.
Et il a entendu tu vas être content, tu vas rentrer chez toi, des choses comme ça. Elsa et Hicham se sont rencontrés pendant leurs études d'architecture. Ils vivent ensemble depuis 1 an lorsque la préfecture refuse de renouveler le titre de séjour d'Hicham. Alors que le couple a déposé un dossier de mariage, la police se présente à leur domicile. Hicham est arrêté et conduit dans un centre de rétention pour être expulsé. Sa libération est heureusement ordonnée par un juge qui estime que l'arrestation était illégale. Moi, j'ai été convoquée peu après sa première arrestation, donc en novembre. J'ai été convoquée le jour où on a appris la date de notre mariage, d'ailleurs. Et j'ai été convoquée et j'ai été interrogée pendant 2h30 par un capitaine, je pense, qui m'a demandé de m'expliquer sur ma relation avec Hicham, sur mes sentiments. Il m'a posé des questions assez intimes et embarrassantes, comme est-ce que j'avais connu d'autres hommes avant, est-ce que je prenais mes précautions pour pas tomber enceinte parce que un enfant pourrait régulariser la situation d'Hicham. Et donc déjà c'est embarrassant. Et il a fini par me dire qu'il espérait vraiment pour moi que j'allais pas me faire embobiner parce que j'avais le profil type. Et donc quand j'ai dit aux policiers que j'avais l'impression que c'était un interrogatoire et toute la situation était surréaliste et que j'avais l'impression que moi en tant que Française en France, on m'enlevait, simplement parce que mon crime était d'être tombée amoureuse d'un étranger, on m'enlevait ce droit fondamental qui est de tomber amoureux de qui on veut, de vivre avec qui on veut, quand on veut, comme on veut et sans que personne vienne nous embêter. Il m'a dit, oui mais mademoiselle, on vous empêche pas on vous empêche pas d'être amoureuse. C'est juste que bon, il faut mieux choisir quoi. Donc voilà, je marchais comme ça toute seule. Voilà. Je vois une voiture bleue, je sais pas d'où elle est venue, je sais pas si c'est par là ou par là. Une petite voiture bleue. Arrivés comme ça, ils se sont montés sur le trottoir ici comme ça là. Ils sont venus comme ça sur le trottoir, ils m'ont bloqué. L'autre voiture grise est arrivée ici. Ils sont sortis les 4. Ils m'ont montré leur plaque. Ils m'ont dit c'est la police. Je les ai regardés, j'ai dit ça je m'en doute que c'est la police. Ma foi, laissez-moi passer, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Ils nous ont pas voulu. Ils m'ont dit l'école est déjà prévenue, on les a déjà appelés il y a 1 heure pour leur dire comme quoi ils retiennent le petit à l'école. J'ai dit non, mais moi je vais chercher le petit, les 12:15, je vais chercher le petit. J'ai commencé à contourner la voiture, ils m'ont chopé, ils m'ont mis les menottes. Et après, ils m'ont monté dans la voiture, ils m'ont appuyé la tête dans la voiture qui était garée ici. Donc ils m'ont mis les menottes, ils m'ont appuyé la tête, ils m'ont fait monter dans la voiture, ils ont démarré et ils sont garés là-bas derrière le bâtiment. Avant de descendre dans la voiture, ils m'ont enlevé les menottes. Mais par contre, il y en avait bien qui me tenaient le bras et puis qui m'ont emmené exactement à la porte qu'on sort d'habitude. Et ils savaient déjà la porte que c'était parce que pour qu'ils m'y emmènent, ils m'y ont bien emmené. Et puis c'est comme ça qu'ils m'ont dit si tu n'ouvres pas, on défonce la porte du vol du bâtiment. J'ai dit non, mais je vais vous ouvrir, c'est pas grave. J'ai frappé à la porte d'entrée, j'ai dit chérie, ouvre-moi, c'est moi. Voilà. Tu commençais à venir, je t'entendais, puis je suis avec la police. Voilà. Et là, tu t'as pas voulu ouvrir, t'as laissé la chaîne, t'as pas voulu ouvrir. Et puis, quand il a penché sa tête, il y avait ça d'espace pour regarder. Quand il a penché sa tête, il voyait que le mec il me tenait et tout ça, que le policier me tenait, et puis que ça allait pas arranger la situation. Et puis la police il lui a dit ouvre, on défonce ta porte quoi. C'est pas nous qui allons payer. Donc j'ai dit chérie ouvre la porte, on n'a pas d'argent à mettre dans une porte quoi. Donc il a ouvert et puis direct ils sont chopés à 4 sur lui, ils lui ont mis les menottes et il a rien compris quoi. Après son arrestation, Mohamed est placé dans un centre de rétention. Il y reste plusieurs jours avant d'obtenir finalement du tribunal administratif l'annulation de son expulsion. Son mariage avec Laetitia a donc pu avoir lieu. Pour les couples qui se marient à l'étranger, le parcours peut aussi être semé d'embûches. Les formalités à accomplir auprès du consulat de France sont lourdes. De multiples contrôles sont organisés et les couples sont soumis à des procédures qui prennent parfois plusieurs années avant que la France ne reconnaisse leur mariage. Je suis née au Maroc. J'ai vécu 18 ans au Maroc, issue d'un couple mixte. À la base, mon père est français, maman est marocaine. Chaque année, je descendais au Maroc, chaque été. Je descendais voir ma famille. Et en 2000, je suis allée voir une amie
une connaissance il y a au moins 30 ans qu'on la connaît. Et elle voulait que je l'accompagne à faire... Comme elle était cliente dans une papeterie, elle voulait que je l'accompagne pour aller acheter des fournitures scolaires à ses neveux. Donc je l'ai accompagnée. En arrivant, elle m'a présenté comme n'importe qui. Elle m'a présenté au propriétaire de la papeterie. Mais juste comme ça, question politesse. Je te présente Grace, elle vit en France et voilà. Donc, chaque fois que je rentrais, j'allais lui dire bonjour. Et puis, bon, on allait boire un coup et puis ça s'arrêtait là, quoi. C'était vraiment de l'amitié. En l'an 2000, c'est pareil. 2001, 2002, 2003. Là, la relation amicale a viré un peu vers des petits sentiments un peu plus amoureux. Printemps 2005. Là, on est allé faire quelques jours à Marrakech. Et là, on m'a demandé si je voulais me marier. Donc, j'ai réfléchi un peu, puis j'ai dit oui. Le consulat de France, là où j'ai été reçue pour l'entretien et pour pouvoir déposer mon dossier de mariage. Et tous les problèmes sont partis d'ici à cause d'une employée d'état civil. Moi, elle m'a questionnée. Mais bon, ça a duré 5 minutes, hein, pas plus. Hein. Comment vous l'avez rencontré? Où? Bon, bien sûr, quand elle m'a dit où, j'ai dit dans la papeterie. Après, elle m'a dit le nom de la papeterie. Alors là, le trou. Le trou. Je me rappelais plus du tout du nom de la papeterie. Plus du tout. Elle me dit, ben, c'est étonnant, hein, vous le connaissez, vous allez le voir tous les jours à la papeterie. Et vous... J'ai dit, ben oui, excusez-moi, mais je ne me rappelle pas du tout du nom de la papeterie. Voilà. Après avoir vécu ensemble en France, Jeanne et Papy se sont mariés au Cameroun. Le couple demande la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français. Mais le consulat doute de leurs sentiments et saisit le procureur de la République de Nantes. Une enquête est ouverte et Jeanne est interrogée en France par la police. Il ne m'a posé aucune question sur le mariage, sur la raison pour laquelle j'étais convoquée, hein, si ce n'est la fameuse question avez-vous consommé votre amour? Ok, et sinon aucune question. Moi je m'attendais, on m'avait dit des histoires de brosse à dents, de je sais pas quoi, de questions d'ordre intime, on va dire. Il ne m'a posé aucune question là-dessus, il m'a fait une leçon de morale, il m'a dit, à chaque fois que je disais quelque chose, il me disait bah voilà, c'est la preuve qu'il est là pour les papiers, c'est la preuve qu'il s'est marié avec vous pour les papiers. Il s'est posé en défenseur, en grand frère, en je ne sais quoi. Enfin, il voulait m'aider, quoi. Il voulait me sortir des terribles griffes du Camerounais qui, d'après ce que je lui dis, compte tenu de ce que je lui dis, c'est clair et net, il est là, et il s'est marié avec moi pour les papiers, quoi. Aussi, à un moment, il m'a posé la question de savoir si je l'avais dit à mes parents, etc. Je lui ai dit non, il m'a dit mais pourquoi? Parce que la situation n'est pas forcément super simple, parce que je préfère pas... je devais me justifier de ma façon de gérer ma relation avec mes parents. Prennent un type, que je connais pas et à qui j'ai rien à dire, quoi. Et je lui ai dit à un moment, je me souviens de lui avoir dit à un moment, mais écoutez, ça c'est ma façon de gérer les choses. Mais maintenant c'est votre façon de voir les choses, elle nous concerne tous, quoi.